On va parler de la réforme des retraites, puisque la gauche et le Rassemblement national veulent tous deux l'abrogation de cette réforme. Il y avait une première étape hier au Parlement, c'est le Rassemblement national qui, en commission, n'a pas réussi à faire voter la version de son texte pour ramener l'âge de départ à 62 ans. Oui, c'est la niche parlementaire du Rassemblement national. Vous savez, cette journée où il peut décider de l'ordre du jour, la journée du RN dans l'hémicycle, c'est le 31 octobre, donc jeudi prochain. Mais le texte sur les retraites était déjà hier en commission, vous l'avez dit, il a été vidé de sa substance. La gauche, qui elle aussi est pour l'abrogation de la réforme des retraites, n'a pas voté les articles phares qui ramènent l'âge de départ à 62 ans et la durée de cotisation à 42 annuités. Elle n'a pas voulu offrir le point en fait au Rassemblement national. Alors je dis la gauche, mais à une exception près, puisqu'un communiste, lui, l'a voté. Et comme ce texte vidé de sa substance a tout de même été adopté, c'est lui qui arrivera dans l'hémicycle le 31 octobre. Le RN se retrouve donc coincé. Alors vous parliez de la gauche, est-ce qu'elle est à l'aise avec l'idée de s'opposer avec l'abrogation de la réforme des retraites qu'elle défend? Non, pas vraiment, et les votes en témoignent. L'écologiste Sandrine Rousseau, par exemple, elle a voté contre, tout comme le socialiste Jérôme Guedj, mais tous les membres LFI se sont abstenus. Ils parlent d'escroquerie du RN, ils l'accusent de profiter de cette question sociale qui leur appartiendrait, et ce rejet a provoqué la colère du RN. Écoutez. Comme on commence à en avoir l'habitude, une alliance du bloc central macroniste LR avec l'extrême gauche et le NFP ont permis au final de supprimer en commission cette abrogation. On rappelle que la gauche a fait campagne sur l'abrogation de cette réforme. Alors, comme argument, ils mettent en avant leur propre niche parlementaire, puisqu'ils en ont aussi une bientôt, celle de LFI, c'est le 28 novembre, c'est ça. Ils vont proposer un texte qui pourrait être accueilli ici au Sénat en janvier par les communistes. Et là, sur son texte, la gauche attend en revanche le vote du RN. Elle en a besoin pour le faire passer. C'est ce qu'expliquait Éric Coquerel, le président de la commission des finances à l'Assemblée, ici même hier sur ce plateau. Il passe pas sans le RN, le vôtre. Jusqu'à maintenant, on verra bien ce que fait le RN, mais figurez-vous, jusqu'à maintenant, nous avons eu une stratégie, nous l'avons toujours dit. Nous, là, jusqu'au moment où on se parle, nous ne sommes pas prêts à donner des points à l'extrême droite. Voilà. Mais vous êtes prêts à prendre les leurs. Donc nous ne sommes pas prêts à voter les textes du RN. Le RN, jusqu'à maintenant, a dit, nous, on vote les textes qui nous sont bons. OK, c'est leur tactique. Ben, dans ces cas-là, vous verrez qu'ils l'appliqueront aussi. Et le RN l'a déjà dit, on l'a entendu dans certaines bouches, il votera tout texte d'abrogation de la réforme d'où qu'il vienne. Le texte de la gauche pourrait donc passer au moins à l'Assemblée. Est-ce que le RN a réussi à piéger la gauche sur ce sujet, Pierre ? Ouais, je trouve assez fort de café quand même qu'on essaie de trouver à redire du côté de la gauche, alors que la veille, et on en parle assez peu, la gauche, dans une commission des finances, a proposé un amendement d'abrogation de la réforme des retraites qui n'a pas obtenu de majorité parce que le Rassemblement national a voté contre. Donc la responsabilité, elle incombe d'abord au Rassemblement national. Par ailleurs, je suis désolé, mais il y a aussi une question de cohérence politique. Le Rassemblement national propose l'abrogation de la réforme des retraites avec un financement derrière... en tout cas des propositions de financement et de compensation de la question budgétaire, en allant rogner sur des budgets, notamment de soutien à l'aide sociale aux étrangers, des choses qui sont totalement incompatibles et que la gauche ne peut pas voter. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a là une question de cohérence politique sur l'abrogation, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et ce que propose le Rassemblement national, c'est que dans son texte, c'est l'abrogation, mais avec des contreparties qui sont des contreparties extrêmement discriminatoires, voire xénophobes, parce que c'est sur le dos des étrangers qu'on va faire payer la compensation de ce que devra coûter l'abrogation de la réforme des retraites. Côté gauche, ce que va proposer la niche sans doute de la France insoumise, c'est une abrogation avec les propositions que l'on connaît, qui sont souvent d'ailleurs présentées par la CGT sur comment on compense et comment on finance une réforme des retraites avec un retour à 62 ans. Et là, l'extrême droite nous dit peu importe, nous ne sommes pas d'accord sur le fond de ce que là, on votera. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs à plusieurs motions de censure. Ils n'étaient pas d'accord avec les termes, mais ils votaient quand même. Donc c'est une question de cohérence politique. La gauche ne vote pas avec l'extrême droite, d'abord par principe, parce qu'elle ne veut pas donner le point et elle ne veut pas légitimer ce que représente l'extrême droite. Mais en plus de ça, c'est aussi la philosophie de ce qu'il y a dans le texte. Il faut arrêter de dire que la gauche n'est pas cohérente. C'est pas qu'elle n'est pas cohérente, c'est qu'elle ne vote pas un texte qui fait payer le poids de l'économie, de la compensation financière à une population qui reste le bouc émissaire majeur de l'extrême droite. Donc c'est ça qui se passe, c'est pas la gauche qui est pas cohérente, c'est l'extrême droite qui décide de ne pas voter avant-hier en commission des finances l'abrogation qui était proposée dans un amendement qu'elle a refusé de voter pour sauver le gouvernement et l'incohérence qui est la sienne parce qu'elle vote n'importe quel texte à partir du moment où il s'agira de faire l'abrogation, y compris si elle n'est pas d'accord sur la philosophie du texte qui sera proposé par LFI.
Eric. On écouterait Pierre pendant des heures. C'est clair. Bon, merci Eric. C'est pour ça qu'il vient toutes les semaines. C'est clair comme de l'eau trouble. Vous voyez, c'est clair comme de l'eau trouble. Non, je vais vous dire, moi je ne vais pas me positionner. Je pense que les Français en ont ras-le-bol des chicaneries, des enfantillages politiques. Le RN, que je n'ai pas à défendre ici, l'extrême gauche, que je ne défendrai nulle part. Elle est où l'extrême gauche? Les filles. J'ai pas vu qu'elle était à l'Assemblée nationale. Ce que je veux dire, c'est que ces gens ont fait campagne et ont fait croire aux Français qu'ils allaient abroger la réforme des retraites. Ils ont fait croire aux Français qu'ils allaient abroger la réforme des retraites. Ce qui, à mon avis, est une erreur magistrale. Mais bon, ça, c'est un point de vue économique. Et là, aujourd'hui, on explique que non, tu comprends, je ne vais pas voter ton amendement parce que non, tu comprends, je voterai peut-être le tien. Mais les électeurs qui ont fait confiance aux gens qui ont porté ces flambeaux électoraux, et il y a des gens qui pensent, qui ont voté en conscience, aujourd'hui, ils sont cocus. Voyez. Donc ces enfantillages politiques, les Français n'y comprennent plus rien, Pierre. Franchement, c'est malhonnête, Eric. Non, vous êtes quelqu'un d'intelligent, mais c'est malhonnête intellectuellement. Vous avez la politique, c'est pas oui, non, ici, mais là. Mais je vous assure, les Français ne comprennent rien du tout. Les Français de gauche ou les Français de droite nationale, les Français, ils comprennent que ni l'extrême droite ni la gauche sont au pouvoir et qu'aujourd'hui. Non, mais vous savez pourquoi? Parce que si la gauche votait l'abrogation des retraites dans la niche parlementaire du Rassemblement national, après ses électeurs, ce serait le baiser fatal pour la gauche, parce qu'en réalité, vous metteriez la dernière pierre qui normalise et crédibilise le Rassemblement national. Seulement, vous m'avez pas écouté tout à l'heure. Mais si, vous buvez du ce que je raconte. Mais non. Et la gauche va l'expliquer demain qu'elle fait payer le poids de son vote pour l'abrogation avec le RN en faisant payer le poids du surcoût aux étrangers. C'est quand même ubuesque. C'est ça que je vous dis, c'est que c'est malhonnête intellectuellement parce qu'il y a une forme de cohérence politique à ne pas voter. C'est pas juste, c'est parce que c'est quelqu'un à l'extrême droite et que donc on va pas aller voter avec l'extrême droite. C'est aussi pour une question de cohérence. Vous savez pourquoi le piège va se refermer sur la gauche? N'est pas acceptable par la gauche. Vous savez pourquoi le piège va se refermer sur la gauche sur cette affaire d'abrogation des retraites? C'est parce que le RN, ils sont capables, eux, de voter les amendements d'abrogation des retraites. Ils l'ont pas voté, Eric, ils ne l'ont pas voté avant-hier. Vous allez voir. Et là vous allez dire quoi? Ils envisagent de voter le texte le 28 novembre. Satana, nous ne voulons pas du vote du RN sur notre proposition d'abrogation des retraites. Pourquoi ne l'ont-ils pas voté en commission avant-hier? Parce qu'ils font de la politique aussi, sans doute. Voilà. Moi, je suis pas proche des gens du RN, mon cher Pierre. Vous avez plus d'infos sur LFI que moi, j'en ai sur le RN. Hein. Non, j'ai aussi beaucoup d'infos sur le Rassemblement national, vous inquiétez pas. On va parler du budget. Le Conseil des ministres a autorisé hier l'utilisation du 49.3. Mais dans le camp gouvernemental, tout le monde n'y est pas favorable. On écoute François Patriat, le patron des sénateurs du camp présidentiel, qui était notre invité il y a quelques minutes. Le scénario, à mes yeux, idéal, ce serait que ce soit au bout du bout. Et le bout du bout, c'est après une commission mixte paritaire? Voilà, après la commission mixte paritaire, c'est-à-dire que... Donc vraiment le bout du bout. Le Sénat aura fait le budget, l'Assemblée, sans doute, le rejettera à nouveau, etc. Il y aura une commission mixte paritaire qui, a priori, si elle aboutit, tant mieux, mais a priori, elle va voter. Et là, qu'on mette le 49.3 à la fin, parce qu'il faut que la France ait un budget. Il faut que les fonctionnaires soient payés, il faut que les collectivités aient leur argent. Voilà le message de François Patriat. Il faut attendre le bout du bout pour utiliser ce 49.3. Il ne faut pas enquiller les 49.3 comme ce qui avait été fait précédemment. Il se retrouve politiquement un peu coincé, du coup, Michel Barnier? Ah bah oui. Si vous voulez, entre les promesses qu'il a faites sur les 60 milliards d'euros, c'était, vous vous en souvenez, hein, c'était 40 de réformes de baisse de dépenses, de baisse de dépenses publiques, et c'était 20 d'impôts. En fait, c'est le contraire qui va se passer. Bah oui, évidemment. Alors, la difficulté pour Barnier en interne, c'est quels amendements il va accepter. Là aussi, ça libère tous les fantasmes. À mon sens, la commission des finances, dirigée par M. Coquerel, a dépassé les... Voilà, je vais remployer la formule de Barnier, halte au concours l'épine fiscale. Enfin, quand, par exemple, vous voulez taxer l'assurance vie des Français, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est que les Français, ils transmettent en moyenne quelques milliers d'euros à leurs enfants ou à leurs petits-enfants via l'assurance vie. Pourquoi ils mettent de l'assurance vie? Parce que ça bénéficiait d'un régime fiscal moins contraignant, moins lourd que celui des successions normales. Bon, mais là, si vous leur dites on va taxer, vous risquez une décollecte. Et si vous avez une décollecte sur l'assurance vie, vous savez ce qui va se passer? C'est que les gens l'oublient. L'assurance vie, Pierre, ça finance la transition écologique. L'assurance vie, ça finance les entreprises. Et l'assurance vie, ça finance 25% de la dette souveraine de l'État français. Vous voyez? Donc non seulement c'est une révolution de l'épargne en France, mais ça peut avoir des implications très fortes
sur, par exemple, la dette française. Donc, qu'est-ce qui va rester au bout du compte sur les impôts? Seulement la super taxe sur les hauts revenus? Est-ce qu'on va avoir une taxe sur les chiens et les chats, comme en Allemagne? Elle a été supprimée en 1971, cette taxe en France. Vous voyez, et ce concours Lépine, il est délétère, parce que le modèle français économique, il repose sur la consommation des ménages. C'est la consommation des ménages qui nous donne encore un peu de croissance. Mais quand les ménages n'ont plus confiance et ne savent pas à quelle sauce ils vont être bouffés, ils ne consomment plus. Donc 2025, en plus, on risque une récession avec des recettes de l'État en moins. Donc on est quand même... Barnier, il est en... Oui. Mais que va-t-il rester de ce budget côté recettes? Moi, je suis assez inquiet. Voilà. C'est mon côté libéral. Moi, ce qui m'inquiète avec ce 49.3, c'est que la situation dans laquelle on est, là où on a cru qu'Emmanuel Macron était le fameux Mozart de la finance, qu'on allait avoir un président qui allait redresser les comptes publics, y compris, et je sais, il y a eu le Covid, il y a eu des crises, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même lui qui a... Éric parlait des recettes, c'est quand même lui qui a retiré les recettes, les rentrées d'argent dans les caisses de l'État, la flat tax, la taxe d'habitation, tout un tas de dispositifs d'aide aux entreprises qui font que les caisses de l'État ont été vidées alors que les dépenses ont continué d'augmenter. Donc le problème majeur, c'est de ne pas avoir laissé ou ne pas avoir fait preuve d'inventivité pour faire rentrer de nouvelles recettes dans les caisses de l'État. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on se retrouve avec un budget qui est délirant, avec 60 milliards d'euros à trouver, c'est une responsabilité qui va sans doute d'ailleurs être pointée dans le cadre de la commission d'enquête, mais à un moment donné, il va bien falloir quand même que ce 49.3 il soit interrogé. On ne peut pas avoir passé tous les budgets depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron par 49.3 malgré les oppositions. Qu'on les apprécie ou qu'on les apprécie pas. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment du vote du budget l'année dernière et l'année d'avant, je veux dire, la gauche comme l'extrême droite, même la droite, on fait part des critiques, on fait part de réserves sur les incohérences et les insincérités parfois de ce gouvernement et de la précédente majorité. Donc, continuer de dire on va faire passer un budget malgré vos oppositions et on va l'imposer par 49.3, c'est un problème démocratique absolument Pierre, je me souviens majeur. de Lucie Castet, qui était votre candidate pour Matignon, mais j'ai pas de candidate, qui disait, non mais enfin pour la gauche, qui disait à un moment donné, s'il le faut, je n'exclus pas de passer par un 49.3. Donc pas de leçon sur la droite qui passe par un 49.3. Mais ce qui nous sépare, ce qui nous oppose... C'est un vrai problème démocratique. Non mais, oui, le problème c'est que Lucie Castet était prête à... C'est égal, Lucie Castet dans le même programme, elle a proposé... Lucie Castet dans le même programme, elle propose... C'était pour vous titiller l'annulation du 49.3. Ce qui nous oppose, c'est que vous voulez plus d'impôts et plus de recettes dans les caisses de l'État, oui. Et moi je veux moins de dépenses de l'État. Il y a 1200 agences dans ce pays. Vous avez des comités Théodule, des trucs, des machins, des bidules, 454 000 fonctionnaires, 90 milliards. Il y a des comités Théodule, on ne sait même pas ce qu'ils font. À l'Assemblée nationale, ils sont incapables de vous dire combien il y a de personnes qui travaillent et sur quel sujet ils travaillent. Il y en a de très importantes parmi ces 1200 agences, je ne critique pas, qui sont importantes. Mais vous avez des comités Théodule, des conseils de ministères de trucs, de machins, qui coûtent, comme disait Macron, un pognon de dingue. Mais au moment où il faut serrer la ceinture, est-ce qu'on ne peut pas réduire les dépenses de l'État? Mais moi, Éric, je suis d'accord, et je pense que d'ailleurs, l'ensemble des députés de gauche, de droite, d'ailleurs, ils sont d'accord pour regarder là où il y a possiblement des doublons, des économies à faire. Des doublons, mais à un moment donné, c'est pas possible d'avoir comme seule boussole la question de l'équilibre budgétaire. La question, c'est comment on améliore la vie des gens. Mais depuis... non, mais sur la question, là, il y a le PLFSS qui est en train d'être examiné à l'Assemblée nationale. La première préoccupation, c'est pas la croissance qui devrait nous préoccuper, c'est la question de la santé des Français. C'est comment on fait en sorte qu'aujourd'hui on puisse se soigner correctement dans notre pays. Sans croissance, vous ne verrez plus la santé des Français. Mais c'est un mauvais indicateur, la croissance. Je vais vous dire, le PIB, c'est un mauvais indicateur. Le vrai bon indicateur, c'est comment les gens vivent en bonne santé, parce que on peut aller travailler, on peut étudier que quand on est en bonne santé. Vous dépensez l'argent que vous n'avez pas, moi je dépense l'argent. Moi je sais le trouver l'argent. Et la gauche sait le trouver l'argent. Pour revenir au 49.3 et au fait que Michel Barnier va devoir compter sur les parlementaires, en tout cas c'est le message que ces parlementaires font passer. On écoute Marc Fesneau, le président du groupe Modem à l'Assemblée. Pardon d'être gênant, mais on joue simplement notre rôle de parlementaire. On considère qu'il faut faire plus de justice fiscale, on considère qu'il faut être responsable, c'est-à-dire trouver des recettes, mais dans une limite qui soit raisonnable. On considère qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y a des effets de bord depuis des années, tout le monde le sait, et sur lesquels il faut qu'on travaille. Il est normal que nous n'ayons pas tous le même point de vue. Je n'ai pas le même point de vue que sur un certain nombre de points que les LR. Est-ce que c'est un drame? C'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde démocratique. Il n'y a que chez nous qu'on n'est pas habitué à ça. Donc on va essayer de trouver... Oui, mais il va falloir prendre des bonnes habitudes de ce point de vue-là. Bon, ils n'ont pas le même point de vue, mais ils sont dans la même coalition, le même socle commun. Est-ce que ça complique un peu plus la tâche de Michel Barnier? Ça c'est certain. Enfin, je veux dire, quand vous voyez que le MODEF est capable de voter avec la gauche
pour la pérennité, ou en tout cas la pérennisation des ajustements budgétaires pour faire peser l'impôt davantage sur les plus riches, alors que le gouvernement est contre. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron voulait une clarification. On a un désordre absolu, y compris dans toutes les familles politiques, parce que même jusque dans le Rassemblement national, vous voyez qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, ils sont en train de se diviser sur la question de la censure. Marine Le Pen est contre, mais elle n'est pas sur le terrain, elle est au tribunal en ce moment, alors que ses députés sont sur le terrain. Ils voient bien que leurs électeurs leur disent bon, il faut faire tomber ce gouvernement qui va nous serrer, qui va nous pondre un budget qui va nous serrer à la gorge. Je veux dire, rien ne va. Il n'y a aucune clarification et tout le monde est en désaccord. Donc ça va devenir effectivement de plus en plus compliqué pour M. Barnier. Un dernier mot, Éric, rapidement. Je ne voudrais pas de désagréable avec le modem. Mais comme vous allez l'être quand même. Non, mais attendez, comme d'habitude. Mais il joue. Non, mais attendez, si j'étais désagréable, mais je ne le serais pas pour finir, je dirais, en fait, ils cherchent à voir où ça va être le plus rentable politiquement pour eux, vous voyez. Parce que quand je vous parlais de l'assurance vie, que Jean-Paul Mattei, député Modem, porte cet amendement sur l'assurance vie, j'ai quand même un sujet. Donc quand vous avez des modems, n'hésitez pas à leur poser la question, sur quel sujet ils sont d'accord et pour qui ils roulent. Je penserai à vous. On regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. On commence par Corse Matin et une interview exclusive de Catherine Vautrin. Oui, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation est en Corse à partir d'aujourd'hui. Et jusqu'à lundi, elle entend relancer le processus d'autonomie, une autonomie dans la République, précise-t-elle, en reprenant les mots d'Emmanuel Macron. Et elle reconnaît que la position des trois blocs à l'Assemblée est encore illisible, d'autant qu'il s'agit d'une modification constitutionnelle et qu'il lui faudra aller chercher une majorité des 3/5. Les pêcheurs avaient mal vécu la fermeture du golfe de Gascogne l'an dernier. Ça pourrait se reproduire en 2025. Oui, c'est à la une de Ouest France qui parle d'une mesure controversée. Pourquoi il faudrait fermer ? Eh bien, pour protéger les dauphins. Le problème, c'est que la zone est importante. C'est toute la côte atlantique entre la Bretagne et l'Espagne. Alors, les pêcheurs sont inquiets. L'an dernier, 450 bateaux avaient dû rester à quai un mois. Ici, au Sénat, le ministre de la Pêche s'est engagé à soutenir les professionnels. En Normandie, les révélations sur l'abbé Pierre, accusé de violences sexuelles, bousculent une commune près de Rouen. Et Paris Normandie le met à sa une. Il s'agit de la commune de Notre-Dame de Bondeville. Elle a décidé de débaptiser une rue qui portait le nom de l'abbé Pierre, mais des riverains s'opposent au changement d'adresse. Puis les démarches administratives sont nombreuses et les habitants qui n'ont rien demandé n'ont pas franchement envie de s'y plonger. Une riveraine témoigne, ça va être fastidieux alors qu'on ne déménage même pas, dit-elle. C'est la seule issue qui semble satisfaire ses habitants réticents au changement. Ce serait de revenir au nom de la rue qu'elle avait avant l'abbé Pierre, c'est rue du Vert-Coteau. Il ne reste plus qu'à convaincre la mairie qui, elle, veut donner un nom de femme. Allez, on termine avec du plus léger. On va parler de foot, évidemment, dans quelques instants. Mais d'abord, cette une de Nice Matin, le concept des love rooms qui se développe en ville. Ouais, on va faire lire en parlant un peu d'amour. Une love room, vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est des hébergements réservés aux couples. Et on apprend qu'ils connaissent un vrai essor dans le pays. À l'intérieur, un jacuzzi, une ambiance sombre, mais rien de glauque, précisent les propriétaires qui insistent plus sur le côté romantique que sexuel. Alors, on apprend quand même dans l'article que ceux qui se sont lancés récemment ont eu peur d'abord en ouvrant des clients qu'ils allaient croiser, mais ils l'assurent que des gens normaux. On finit par du foot, une bonne nouvelle. C'est le Télégramme qui met en une sa fierté invincible, titre-t-il, en parlant de Brest qui a tenu en échec le Bayer Leverkusen 1-1 à la fin du match. Brest reste donc invaincu en Ligue des Champions. Voilà, bravo les Brestois. La une de Politis, unis pour laisser crever les migrants. Oui, c'est une coup qui va faire plaisir et qui va plaire beaucoup à Eric. On revient sur la stratégie du Rassemblement national et du gouvernement pour mener des politiques en phase avec l'Union européenne de restriction de rentrée de réfugiés, d'exilés et qui conduisent évidemment à des drames. La une de l'hémicycle, 5e République, la fin, c'est le dossier. Une qui va faire plaisir. Une très bonne interview de François Hollande dans l'hémicycle. Oui, je suis capable de faire la pub. Oh là là, François Hollande où il taille Macron alors comme jamais, où il se positionne de plus en plus comme candidat. Et puis oui, dans ce dossier, on interroge est-ce que la 5e est assez solide pour supporter toutes les crises qui sont devant nous. C'est à lire dans l'hémicycle. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yann, merci à tous de nous avoir suivis à 18h. Vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée, à demain.